Vous avez remarqué, vous, qu'on parle volontiers de ce qui fait la qualité d'un MJ en jeu de rôle, mais beaucoup moins de ce qui fait la qualité d'un joueur. La qualité de la meneuse de jeu est assez facilement associée à la qualité ressentie de la partie, en bien ou en mal, et elle emporte, dans les tables auxquelles j'ai pris part du moins, une part démesurée de la responsabilité. C'est peut-être en partie ce qui explique le trac qu'on peut ressentir lorsqu'on décide de se mettre à la maîtrise, en particulier de façon tardive, après plusieurs parties en tant que joueureuse, mais ça, c'est le sujet d'un autre podcast. Quoi qu'il en soit, la joueuse de grandeur nature que je suis est assez étonnée de cette différence de traitement du joueur, de la joueuse, entre ces deux médias frères. Parce qu'il faut l'admettre, la communauté GN, elle, passe un temps considérable à définir, de façon souvent abstraite et informelle, ce qu'est un bon joueur, une bonne joueuse de GN. Peut-être parce que la notion de casting, de sélection des joueurs et joueuses est une pratique beaucoup plus courante en GN qu'en jeu de rôle sur table, lesquelles tables se constituant plutôt en fonction de contraintes plus pragmatiques. Qui habite tout près, qui a du bon saucisson, qui est capable de rester éveillé jusqu'aux 2h du mat. Peut-être parce qu'il est plus facile de se livrer à l'exercice délicieux de la critique des autres joueurs quand ils ne sont pas les potes de toujours avec qui on joue depuis nos 13 ans. Peut-être parce que la physicalité du grandeur nature exacerbe la nécessité d'un cadre commun et fait ressortir les traits du mauvais joueur. Peut-être parce que la crédibilité du jeu d'acteur, c'est une des qualités sur lesquelles les joueurs de GN se jugent souvent entre eux, est une caractéristique plus facile à circonscrire et donc à juger que les qualités qui servent le jeu de rôle sur table. Ce qui nous amène à cette question. Quelles sont les qualités d'un joueur qui contribue à une bonne expérience de jeu de rôle sur table ? Ou, puisqu'il n'y a pas de raison que ce débat arbitraire ou le extraordinairement subjectif et sujet à toutes les dérives soit l'apanage du monde du GN, formulons-le de façon un peu plus provocante, c'est quoi un bon joueur de jeu de rôle sur table ? Et pour tenter de répondre à cette question, on est en petit comité aujourd'hui. On va vous en parler avec Kroll. Salut. Et avec Edouard. Salut. Ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, en toute non-légitimité, puisqu'aucun de nous n'est spécialiste du sujet, ou spécialiste, je ne sais même pas si spécialiste il y a, c'est de commencer par définir ce qu'est un mauvais joueur. Il faut bien reconnaître que c'est humain de partir d'abord sur une critique, partir d'abord de ce qui ne nous convient pas, de ce qui rend l'expérience de jeu moins bonne, plutôt que d'aller dans les choses positives. Et donc je vous propose de réfléchir ensemble aux comportements qui nuisent ou qui nuiraient à l'expérience de jeu. Et pour moi, le premier point que je voulais amener, qui pour moi est le point qui fait d'un joueur un mauvais joueur, ou qui fait d'une expérience de jeu une mauvaise expérience de jeu, c'est le fait de ne pas respecter le contrat social du jeu auquel on joue. Je sais pas si c'est des choses que vous avez déjà expérimentées dans vos tables de jeux de rôle, le fait qu'on n'a pas toujours l'impression d'être en train de jouer au même jeu ou d'avoir les mêmes objectifs de jeu. Là, ça vient souvent d'un mauvais cadrage aussi. Ça peut venir d'un mauvais cadrage. Disons que si je prends l'analogie avec le jeu de société, dans un jeu de société, le mauvais joueur, c'est celui qui ne respectera pas les règles du jeu. Et bien, dans le cadre d'un jeu de rôle sur table, c'est finalement la même chose. C'est celui qui ne va pas respecter les règles du jeu de société. Et comme les règles d'un jeu de rôle, elles sont parfois moins, elles sont plus implicites. Plus implicites, et surtout elles ont elles ont différents niveaux. C'est parfois pas clair de ce qui est attendu des gens autour de la table. Donc partant de là, il peut y avoir des malentendus. J'avais listé une série d'éléments qui rentrent dans ce cadre de respecter les règles, parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a le type de jeu. Est-ce qu'on joue au même type de jeu? Est-ce qu'on est plutôt dans une optique plus ludiste, plus narrativiste? Est-ce qu'on est dans un jeu où on va demander aux participants d'être très de rester plus immergés dans le jeu, ou est-ce qu'on va tolérer plus d'écart, plus d'éléments de non-jeu dans la partie? C'était une des choses que j'avais listées dans les éléments du contrat social. Je voulais rebondir en fait au départ sur ce que Sébastien disait par rapport au jeu de société, parce que bon, le jeu de rôle est une forme de jeu de société. Je pense qu'on est d'accord là-dessus plus ou moins. Et donc dans un jeu de société de type plateau, plus classique, il y a un objectif qui est posé dès le départ, soit de gagner la partie contre les autres joueurs, soit généralement de gagner la partie avec les autres joueurs contre l'environnement, enfin contre le jeu. Ce qui fait qu'en fait, le contrat social de pourquoi on est là est déjà souvent plus clair. Néanmoins, ça m'est déjà arrivé souvent aussi de me retrouver dans des parties de jeux de société où en fait, parce qu'on n'a pas défini clairement un contrat social
et je pense que c'est le problème en jeu de rôle aussi, du coup, forcément, je vais y revenir, mais parce qu'on n'a pas fait, la partie de jeu de société se passe mal, en fait, parce que y a quelqu'un qui est là pour gagner contre les autres, même si c'est rendre malheureux les autres en pourrissant la partie et l'ambiance de tout le monde, en fait. Donc, quand on n'est pas ensemble raccord sur qu'est-ce qu'on veut obtenir comme effet, pourquoi on est là, pourquoi est-ce qu'on passe un moment ensemble, en fait, forcément on peut avoir des discordances qui créent l'impression que lui c'est un mauvais joueur, elle c'est une mauvaise joueuse, et ainsi de suite. Et c'est pareil, je pense, en jeu de rôle sur table, c'est que si on ne s'est pas mis d'accord de manière beaucoup plus explicite sur pourquoi on est là, et qu'est-ce qu'on veut produire ce soir, cette partie à cette table, ou de manière générale la campagne si on joue plusieurs parties, on va forcément créer des discordances et donc des frustrations entre les gens. Mais je pense qu'il y a quand même moyen d'aller plus loin que ça, parce que c'est un peu de l'enfonçage de porte ouverte, entre guillemets, mais je pense qu'il y a moyen d'aller plus loin que ça, c'est que moi, il m'est déjà arrivé de vivre, malgré le fait qu'on ait défini le contrat social, et alors peut-être qu'on l'a fait imparfaitement, et que du coup, on a une critique à se faire là-dessus, mais il y a des joueurs ou des joueuses qui, en fait, disent oui, et puis s'en foutent. Enfin, s'en foutent, ou ne le pratiquent pas, en tout cas, je sais pas s'ils s'en foutent, mais ils sont déconnectés de cette idée qu'on a fait ensemble, quoi. Et là, c'est plus problématique. Je pense aussi qu'il y a une pratique utile du coup, qui est de systématiquement rappeler en début de partie, par exemple, c'est quoi notre contrat social, c'est sur des parties qu'on joue de manière régulièrement, par exemple une campagne ou quelque chose comme ça, pouvoir dire, rappelez-vous, on avait décidé que, est-ce qu'on garde ce contrat social ou est-ce qu'on le change? Est-ce qu'on est toujours d'accord sur cette ambiance-là? Et alors du coup, je pense qu'il y a aussi des jeux qui favorisent cela ou qui le défavorisent justement. Il y a des jeux qui sont poussés au crime entre guillemets, qui te forcent, qui lancent les joueurs dans des compétitions d'XP, de gold, des concours de zizi entre guillemets et qui fait que on peut pourrir complètement une ambiance. Alors voilà, est-ce que c'est la faute des joueurs ou est-ce que c'est la faute du système entre guillemets? Il y a la faute du système, et puis comme tu disais, si la note d'intention, si je peux me permettre l'analogie avec le GN, si le contrat social est clair, et que le joueur ne s'y conforme pas alors qu'il a participé à l'élaboration, ou du moins qu'il a marqué son accord, c'est pas la faute du système. Ça reste, même s'il y a un côté un peu poussé au crime, chacun a la responsabilité de ses actes en dernière analyse. Alors du coup, comment est-ce qu'on recadre? Comment est-ce qu'on recadre ceux qui dysfonctionnent? Voilà, quand on trouve que quelque chose dysfonctionne. Ce qui est certain, c'est que dans le cas d'un jeu de société type plateau, théoriquement, le jeu est un une fois qu'il est pensé comme une sorte de machine, de mécanique à produire quelque chose de précis, il est l'arbitre de la performance, on va dire, et donc de ce qui est un bon et un mauvais joueur, puisque si c'est un jeu compétitif, en tout cas, à la fin, on sait qui était le meilleur, sur le moment, en tout cas. Celui qui a le mieux utilisé ce cadre. Dans le cas du jeu de rôle sur table, est-ce qu'on peut définir la qualité d'un bon ou un mauvais joueur à l'aune d'une forme de performance? Ça va vraiment dépendre de comment cette performance est décrite et de comment elle est rendue accessible pour les joueurs, c'est-à-dire ce qui est attendu d'eux pour performer. On va dire ça comme ça. Et ça, je pense qu'il y a très très peu de jeux qui intègrent un outil pour rendre cette performance attendue accessible. Pour sanctionner, lisible, finalement, quelque part. Même pas pour sanctionner, simplement pour qu'elle soit comprise par les joueurs autour de la table. Oui. C'est-à-dire que il y a dans certains jeux le rappel du contrat social. Je pense à des jeux qui sont des jeux propulsés par l'Apocalypse où on a ces différents principes qu'on est censé rappeler au début de la campagne. Les principes de jeu, ce qui nous rassemble, etc. C'est fait de manière assez systématique. Et c'est déjà pas mal en soi, mais on descend, je trouve, plus souvent, on reste souvent à des règles générales de fonctionnement de la table, à des contraintes qui sont mises au MJ, dans le cas des jeux propulsés par l'Apocalypse, et peut-être moins à des comportements attendus de joueurs. Enfin, je pas ce qui nous ramène au fait que la responsabilité de la réussite, si je peux me permettre, d'une part de jeu de rôle est mise beaucoup plus sur le MJ que sur le joueur. Puisqu'on va donner des conseils au MJ et beaucoup moins Mais disons qu'on a des choses du type, on va raconter tel type d'histoire et on va le faire plus ou moins avec ces mécaniques-là, mais on n'a pas forcément une manière de présenter les règles du jeu comme étant, d'en faire comprendre l'esprit, en fait, aux joueurs. C'est quelque chose de compliqué, c'est une transmission compliquée. C'est-à-dire que les choix de game design qui sont faits dans un jeu, ils sont rarement rendus lisibles pour le joueur. À la limite, le MJ qui a lu le bouquin, qui s'en a imprégné, etc., il a eu plus de temps pour le faire. C'est normal, il a une responsabilité qui est particulière autour de la table. Il a accès au bouquin. Les joueurs
alors ça se fait tant on écrit des livres qui sont lisibles par les deux. De nouveau, les jeux propulsés par l'Apocalypse, à partir du moment où il y a peu de secrets d'univers, etc., a priori, ils peuvent être lus par n'importe qui. Oui, ils peuvent être lus par n'importe qui. Mais c'est voilà, c'est pas une démarche qui est faite régulièrement, et moi j'ai jamais été convaincu, mais j'ai juste peut-être jamais trouvé, mais par un livret du joueur qui s'intéresse à ça. À faire comprendre les mécanismes proposés, mis à disposition autour de la table. J'ai vu des livrets du joueur qui donnaient beaucoup d'informations sur l'univers, je pense à Agon, où on avait un livret par peuple par exemple, donc il y avait, je sais plus, je crois qu'il y a 9 peuples jouables en plus des humains, chaque peuple avait son petit livret de 30 pages, avec beaucoup d'informations culturelles, sur l'environnement, etc. Alors ça permet certainement de mieux endosser le rôle, ou donner des idées pour endosser un rôle de ce type-là, mais par contre il n'y a pas d'informations sur quelle va être la mécanique, pourquoi est-ce que il y a des points de perfidie, qu'est-ce qu'on cherche à faire avec ça, qu'est-ce qu'on cherche à renforcer comme type de comportement, voilà, tout ça c'est pas des informations qu'on donne aux joueurs. Moi je me dis que ça aide pas les joueurs à être bons. Voilà. En tout cas ça les aide pas à ne pas être mauvais. Ouais. Parce qu'on est toujours en train de définir le mauvais joueur. Ah oui, pardon, excuse-moi. Il y a aussi le degré d'opposition entre PJ, tu l'as un peu effleuré quand tu parlais, enfin je pense que c'est ça que tu voulais dire quand tu parlais, Edouard, quand tu parlais des jeux qui étaient un peu poussés au crime. Je pense aussi que ça fait partie des choses du contrat social qui peuvent être vraiment source de tension. Quel est le degré d'opposition entre PJ qu'on souhaite? Est-ce que ça fait partie du jeu de s'opposer entre PJ, ou est-ce qu'on considère qu'on est une équipe et qu'on va affronter les ennemis ensemble? En tout cas, c'est clairement un point pour moi sur lequel il peut y avoir... on peut avoir l'impression que les comportements de certains sont des comportements de mauvais joueurs simplement parce qu'on n'est pas d'accord, en fait, ou parce qu'on ne s'est pas mis d'accord de façon formelle et explicite là-dessus. Ça, c'est une pratique que, en l'occurrence, on en a déjà parlé dans un podcast précédent, mais il me semble évident aujourd'hui de ne plus commencer une campagne, une partie, sans dire, ok, c'est quoi notre degré d'adversité entre joueurs joueuses. Et si on le définit pas parce qu'on l'oublie, parce qu'on démarre, parce qu'on est des roros aussi, eh ben par défaut je vais retomber dans le mode du coup je fais pas d'adversité. On est tous amis, on est tous des potes. Mais ce qui est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens non mais effectivement, mais du coup bien sûr. Voilà, question de culture et de bagage que t'emportes avec toi en fait. Ouais. Mais du coup là il peut y avoir un clash. Mauvais joueur, et à l'inverse on est leur mauvais joueur. Si on n'est pas d'accord. Ah ça pose la question de culture de table en fait. Ouais. Si on ne clarifie pas ponctuellement autour de la table du jour quel est le contrat social, quel est le degré de conflictualité, chacun vient avec ses bagages, ses habitudes, l'influence de la dernière campagne. À mon avis, si on sort d'une campagne de vampires bien conflictuelle entre joueurs et qu'on aborde un jeu qui est vraiment du collaboratif pur ou simplement du narratif, des choses comme ça, si on clarifie pas les choses, on peut peut-être avoir une sorte de dépendance de santé, comme ça on reste dans le sentier qu'on a creusé. Une sorte d'inertie, oui. Ouais, d'inertie. Ouais. Il me semblait important de mettre un dernier point dans le fait de ne pas respecter le contrat social du jeu, parce que là on dépasse le côté mauvais joueur, mais c'est plutôt mauvais. C'est plutôt un comportement qui dépasse le jeu, c'est ne pas respecter les lignes, voiles, sensibilités des joueurs. Ça fait partie du contrat social, en fait, ça fait partie des choses à mettre en place en début de partie, et clairement ça c'est une espèce de red flag si ça arrivait. Ouais, j'allais dire, c'est plus que... Ça dépasse le jeu, hein. Oui. Ça dépasse le jeu, et ça dépasse être bon ou mauvais, c'est juste... moi je joue pas avec des gens qui font ça. Enfin, je mets fin à la partie, si on n'est pas d'accord de respecter les limites des autres... Voilà. Mais justement, c'est la vertu que j'ai toujours trouvé à la X-Card, finalement. Moi, je joue pas depuis très longtemps avec, et je joue pas systématiquement avec, parce que j'oublie, pour être honnête. Voilà, j'ai fait un aveu. Oui. Mais le fait qu'elle soit là, c'est rappeler à tout le monde que, justement, personne n'est infaillible, et en fait, tu peux aborder un sujet sous voile ou voilà, sans le vouloir, sans faisant pas gaffe, et en fait, elle est là. Donc, du coup, ça montre bien qu'à tout moment, tu peux dire, en fait, ça m'intéresse pas. Donc évidemment, si tu te rends compte que c'est systématique, que c'est volontaire, etc., on est dans autre chose. Il n'y a plus de raison de continuer à jouer ensemble, mais peut-être très raison de se voir, oui. Voilà, c'est autre chose. Après, ça m'est arrivé une fois, en vrai. De quoi? De dépasser la limite? Pas à moi, mais qu'un joueur à la table où j'étais dépasse les limites carrément en franchissant les lignes qui avaient été fixées au départ de la partie, quoi. Mais par erreur, on lui rappelait, et puis après, ça passe. Ah non, non, on a pas, ouais, ça a plus ou moins mis fin à la partie, on a fait une petite fin en autre boudin à la fin, mais voilà. Et alors, bon, le problème, c'est que
ça participe de ma... C'était en ligne pendant le confinement. C'était une expérience, à travers Discord, quoi. Et ça participe pas à ma détestation, mais enfin à mon non-appétit pour pour cette pratique-là, parce que voilà, je jouais du coup avec des gens que je connaissais pas bien, et ça m'apparaît conforté. Mais en l'occurrence, c'est des copains de copains, c'est pas vraiment anonymat, mais voilà, ça ne m'a pas plu. Ouais, donc là, on tourne autour du contrat social. Ouais. Je crois que... Moi, je pense que pour le contrat social, c'est bon, mais je voulais rebondir sur ce que tu disais avec le fait, si on vient de terminer une partie de vampire bien conflictuelle et puis qu'on joue à quelque chose de plus collaboratif, on peut emporter ce bagage-là avec nous. Et pour moi, c'est le point suivant que je voulais mettre, c'était confondre les éléments du jeu et de la réalité, enfin, de la réalité ou de la partie précédente, ça revient un peu au même. Le bleed, tu veux dire ? Un peu ce qu'on appelle le bleed, ouais, c'est ça. On peut peut-être définir le bleed. qu'on utilise plutôt en GN. Donc le bleed, c'est la porosité entre des éléments de soi et des éléments de son personnage. Et on parle de bleed in quand on apporte quelque chose de soi à son personnage, et de bleed out quand on ramène quelque chose de son personnage à soi-même. Par exemple, t'as passé une mauvaise journée au boulot, et du coup t'es énervé, et du coup t'arrives et ton personnage est énervé. C'est vachement agressif, ouais. Ça c'est du bleed in, et du bleed out, bah t'as vécu... je sais pas moi, ton personnage a eu une grande romance avec un autre personnage, et quand ça s'arrête, il te reste quelque chose de cette histoire d'amour. Et pour moi, le bleed, qui est un concept qu'on utilise beaucoup plus en GN, je pense, qu'en jeu de rôle, est plus compliqué à gérer en jeu de rôle sur table qu'en GN. Malgré la physicalité du GN qui exacerbe un peu les émotions, mais parce que les allers-retours en jeu de rôle sur table sont incessants. On va être dans une dispute épique entre deux personnages, et puis passe-moi un peu les chips, et donc on va ressortir du personnage, et ces allers-retours là pour moi augmentent la porosité entre le personnage et le joueur. C'est les fameuses petites tensions du mais là attends, là c'est mon personnage qui parle. Oui, c'est ça. Ouais, oui, c'est ça. Et puis aussi en GN, on a plus cette culture justement de mettre cette différenciation très très fort. On a des moments où on est en personnage et des moments où on est hors personnage. On a des ateliers des rôles, on a toutes ces choses-là qu'on a beaucoup moins en jeu de rôle sur table. Mes expériences les plus intenses avec des mauvais joueurs, et je mets les guillemets, donc des mauvais comportements, c'était des fois où, que ce soit moi-même ou l'autre joueur d'ailleurs, parfois c'est moi-même qui suis en tort en réalité, il y a du bleed. Il y a de la porosité entre les personnages et les joueurs. Si ton bonhomme a tapé sur mon bonhomme, et je t'en veux, quoi. Ben, j'ai l'impression que c'est quand même souvent au départ ouais, non, j'allais dire de bleeding, mais c'est pas forcément, en fait, t'as raison, il peut y avoir des émotions en jeu. Oui. C'est vrai que j'en ressens très très peu sur le jeu de rôle sur table, c'est assez comique, mais c'est pas du tout générateur d'émotions. J'ai toujours une distance par rapport à mon personnage qui est assez forte. Ce qui nous amènera peut-être plus tard à parler de Play to Lift et de Play to Lose, parce que je trouve que c'est des mécaniques qu'il faut évoquer autour de la table de jeu de rôle. Mais effectivement, j'ai l'impression que cette dimension que tu parles, je sais pas si c'est lié à c'est lié au flou, en fait, encore et toujours. Oui. C'est-à-dire à l'absence de soutien de l'interprétation du personnage par la physicalité. Et donc, puisqu'il n'y a pas cette physicalité, puisqu'il y a recours à des règles qui sont énoncés, mécaniques, on lance des dés, on a une interaction avec quelqu'un qui les interprète, etc. Oui, par essence, on est obligé de sortir du jeu, oui. Et on sort du jeu tout le temps. Et donc, c'est de là que viennent, à mon avis, ces difficultés-là. Du coup, c'est pour rebondir là-dessus, d'accord, mais qu'est-ce qui fait que il y a des bons comportements ou des bons joueurs et d'autres moins bons? Alors, faut peut-être qu'on essaie de les lister. Pour moi, un mauvais joueur, je l'ai fait exprès d'utiliser ce terme-là, et puis à chaque fois quand même ça m'énerve un peu. Ça m'arrache un peu la gorge. Mais bon, c'est pas grave. Pour moi, on va assumer le troll jusqu'au bout quand même. Pour moi, le mauvais comportement, le mauvais joueur, c'est celui qui n'en est pas conscient. Et donc, parce que on a tous, peut-être pas tous, mais ça peut arriver à tout le monde d'avoir ces moments de flou entre personnages, ou de ne plus réaliser exactement où est la limite entre le personnage et le joueur. A priori, le bon joueur va réaliser que il y a quelque chose qui mérite d'être clarifié, et va demander à clarifier, là où le mauvais joueur risque de rentrer plus dans le conflit, ou dans le... Mais là, on en vient à des compétences émotionnelles vraiment très basiques, oui. Que l'on a tous, dont on est tous différemment dotés. Je veux dire,
parce que c'est vraiment ça, et donc c'est des difficultés plus générales qu'on peut ressentir dans la vie de tous les jours, Est-ce qu'on s'arrête, est-ce qu'on désescalade, ou est-ce qu'on rentre dans le... Et puis des incompréhensions. Oui. Je veux dire, la capacité à lire ou pas l'attitude de l'autre pour comprendre s'il est en personnage ou pas, est-ce qu'il est influencé par autre chose ou pas, est-ce que je peux lui dire. Ça pose la question de la confiance que tu as vis-à-vis des autres joueurs autour de la table. Moi, je me suis rendu compte assez récemment que mon humeur influençait vraiment ma manière de jouer et de maîtriser, par exemple. Et donc, ça m'est arrivé très récemment, mais c'est très récent, de dire en fait non, aujourd'hui, je suis pas en capacité de jouer, quoi. Non, aujourd'hui, ça va pas aller. Et je le dis maintenant, j'ai annulé des tables en disant les gars, je suis claqué, non, pas aujourd'hui, quoi. Mais donc, pendant le jeu, arriver à dire attends, j'ai l'impression que tu montes là, est-ce que tout va bien? C'est quelque chose de pas simple à faire, et que ce soit avec des amis ou pas, hein, je sais pas, mais c'est une compétence. C'est plutôt une compétence relationnelle que relationnelle, réellement. Ouais. Non, je pense que la compétence de joueur que que je verrais en tout cas là-dedans, ce serait plutôt la compétence de distinguer en fait, de distinguer ce qui est en face de moi, la personne en face de moi, ce qui est la part du personnage et ce qui est la part du joueur. Donc vraiment la compétence presque technique que je verrais là-dedans, c'est cette compétence-là, c'est de voir à quel point la personne en face de moi est en jeu ou pas en jeu, et donc et de réagir en fonction d'eux. Après évidemment la façon dont on réagit, c'est beaucoup plus individuel, et c'est beaucoup moins lié au jeu et beaucoup plus lié à la relation que tu as aussi entre les gens. Après, je me demande si c'est pas une problématique qu'on a et qui est liée en partie à nos pratiques de jouer à la première personne du singulier et de jouer l'interprétation des personnages assez poussée, en tout cas dans les dialogues. Ce qui n'est pas le cas de toutes les tables de jeu de rôle. Il y a quand même pas mal de gens qui jouent au jeu de rôle en décrivant les actions de leur personnage à la troisième personne et en n'interprétant pas. Un jeu de plateau, quoi. Non, je Pardon, jeu de rôle. Mais non, c'est pour rire. Ouais. mais du coup, ça clarifie quand même vachement les choses. Oui, si tu mets une distanciation par rapport à ton personnage en le traitant là comme une personne externe à la troisième alors moi, personne, forcément. C'est une pratique que je recommande parce que je trouve qu'elle est moins naturelle, mais ça doit sûrement avoir un impact. Après, je sais pas si vous l'avez déjà réalisé, mais moi j'ai déjà remarqué, je pense que je suis pas la seule à le faire, quand je rentre dans quelque chose soit de très conflictuel, quand mon personnage s'engage dans une relation soit très conflictuelle, soit qui d'une façon ou d'une autre me met relativement mal à l'aise, il m'arrive de faire un pas en arrière et d'écrire à la troisième personne du singulier. Il y a une dispute assez, mettons, on est en personnage et on est dans une dispute assez intense, et puis mon personnage va prendre les armes. C'est le moment probablement où je vais basculer en troisième personne du singulier, et alors là tu vas voir qu'il brandit son épée et blablabla. J'ai jamais remarqué ce moment. Ouais, si j'ai déjà remarqué que je le faisais, et j'ai déjà remarqué que d'autres personnes le faisaient. Je pense que c'est une façon naturelle de prendre de la distance avec quelque chose de conflictuel. Ou alors le tu. Je sais pas ce que ça dit de moi. Moi, j'égorge les gens à la première personne, donc. Ou alors le tu. Tu vois que il. Ouais. Tu vois. Ouais. Oui, ça, ok. Ouais. Oui. La petite distance. Après, il y a un outil. Hein. Alors moi, c'est un outil qui m'hérisse le poil, mais je me souviens de joueurs qui prenaient des accents systématiquement. Ah oui. En rôle quand ils interprètent leur personnage, et alors moi l'ambiguïté elle se dissipe très très fort sur qui ils parlent, quoi. C'est qui tout double. Moi, j'ai trouvé des interprétations géniales et d'autres mais insupportables, surtout que ça pouvait venir avec une charge sociale et oui, c'est ça. Voire un peu raciste. Ah ouais, bah ouais, carrément. Et donc ça c'est d'autant plus insupportable, mais parfois c'était super intéressant. Donc voilà, changer sa voix comme outil de sécurité émotionnelle. En tout cas de distinction, d'aide à la distinction. Clarification, ouais, c'est ça. C'est une codification pour séparer le moment où tu parles en tant que personnage ou pas. C'est comme ton costume en GN, quoi. Ouais. Bah, des postures, ça c'est faisable sur les postures. Oui. On le fait plus, mais c'est bien quand même une époque on jouait avec des postures aussi. Ça devient un peu du freeform. Ça devient du freeform, ouais. Mais il y a peut-être des choses à les tirer dans Freeform là-dessus. Bah, comme on va chercher des choses du GN dans le jeu de rôle sur table. Bah, ou peut-être que la frontière n'est pas si épaisse. Mais je crois pas, non. Bah, surtout entre le jeu de rôle sur table et Freeform. Moi, j'ai l'impression que il y a des jeux sur table de plus en plus qui tirent sur le Freeform sans le dire. Le dilemme du roi, si tu te rappelles de nous. Le dilemme du roi, je ne sais pas si c'est
Bon, voilà, bref. C'est un sujet pour un autre podcast. Pour notre podcast. Il y avait 2 autres points que je voulais aborder dans ce qui fait d'abord un mauvais joueur, du coup. C'est 2 points en miroir. C'est s'impliquer moins que les autres versus s'impliquer plus que les autres. Et il y a des choses là-dedans qu'on a déjà discuté, parce qui répondent à d'autres points. S'impliquer moins que les autres, on l'a tous déjà fait et on a tous déjà vu des gens qui le faisaient. C'est être inattentif ou faire autre chose pendant le jeu. Et alors ça, c'est évident et il n'y a pas beaucoup à discuter là-dessus, mais c'est des comportements qui peuvent donner l'impression qu'on n'est pas là. Ignorer les règles de base, ne pas après, et je plaide coupable là-dessus, ne pas après une campagne qui dure depuis 10 sessions, se souvenir de quel dé il faut jeter. Ça donne pour moi l'impression de pas s'impliquer suffisamment, et si les autres joueurs sont impliqués beaucoup plus, je pense que cette personne qui ne sait pas quel dé jeter, donc moi, je suis le mauvais joueur de cette personne-là. Mais c'était déjà arrivé de toi ressentir ça d'un autre joueur ou d'une autre joueuse? De dire, ah mince, moi je suis au taquet et il ou elle il est toujours complètement largué, ça me lourde. Non, moi pas, honnêtement. Bah moi non plus en vrai. Alors que... Et ça te lourde que l'autre soit pas au taquet? Ouais, alors comme MJ encore plus. Mais... Ah oui, mais comme MJ, c'est pas la même chose, mais ouais. Non, mais... Mais oui, enfin, bon, le MJ est une chose comme les autres, donc ok, ouais. Voilà. Comme MJ, t'as le droit de trouver que okay. sont des mauvais joueurs. Et puis, en fait, moi, j'aime beaucoup la fluidité dans le jeu de rôle, c'est-à-dire que justement, pour moi, une partie réussie, c'est une partie fluide, c'est une partie où au final, personne n'avait envie d'aller chercher des chips dans la pièce d'à côté. Ce qui est très difficile, et pour moi, ça tient jamais sur une partie de 8 heures, mais... Ouais. Mais c'est-à-dire que, en tout cas, c'est comme ça que j'évalue les grands moments de jeu de rôle. Moi, c'est quand, à un moment, tout le monde était tellement focalisé que... Il s'est passé 2 heures. Il s'est passé 2 heures et c'est un gouffre. Tout le monde a été impliqué, et il n'y a pas eu de pause clope, il n'y a pas eu, enfin, voilà. Et clairement, la maîtrise des règles de simulation ou du système de base, ça dépend un peu des jeux, mais on peut le qualifier différemment d'un jeu à l'autre. Une maîtrise minimale de la part de tous les joueurs à table a un impact sur cette fluidité. Est-ce que c'est pas le jeu qui... Enfin, je veux dire... C'est la faute du jeu. Est-ce que c'est la faute du joueur ou de la joueuse, ou est-ce que c'est la faute du système? Parce que... c'est la faute du système, hein. Ah ouais, là je suis catégorique. Okay. Mais c'est-à-dire que... Après, il y a toujours quand même une responsabilité du joueur. En tant qu'MJ, c'est la mienne aussi, parce que c'est moi qui ai choisi le système, finalement, mais... Bah, la joueuse a accepté de jouer à ce système, et il pouvait dire aussi, non, ça c'est pas pour moi, ça va jamais aller. Oui, mais on revient au fait que les joueurs sont pas outillés pour poser ce choix-là. Enfin, je connais pas beaucoup de jeux qui les outillent pour le faire. Oui, mais entre nous, quand même, oui, c'est vrai, tout ça, le système a sa part de responsabilité, il y a des systèmes très compliqués, des choses comme ça, mais, à nouveau, je parle de moi, donc c'est pour ça que je me permets d'être un peu plus... Mais quand tu ne sais pas quel dé jeter après 10 parts, et si tu sais pas si c'est un dé 10 ou un dé 20, c'est la responsabilité du joueur, à un moment donné, il faut quand même pouvoir... Effort, ouais. Voilà, c'est ça, il faut pouvoir le dire. Ce n'est pas... Il y a des systèmes très compliqués, mais il y a aussi des règles de base qui ne sont pas si complexes à retenir. Mm-hmm. Et alors j'ai le pendant qui est prendre les choses trop à cœur, s'appliquer plus que les autres, et accepter difficilement les contraintes du système. Donc il y a ne pas les connaître, ça s'impliquer peut-être un peu moins, et il y a ne pas les accepter, ne pas accepter l'échec, tenter de contourner l'échec, ou faire passer les réussites, l'optimisation avant le plaisir du jeu de tous. Mais je pense qu'on rentre plus dans le joueur qui veut gagner, quoi. Qui veut gagner, oui, si c'est le contrat social, si c'est l'objectif du jeu, pourquoi pas, mais si c'est... En général, c'est rare quand même en jeu de rôle sur table de vouloir gagner. C'est surtout si c'est au détriment du plaisir de tous. Tous les jeux basés sur les donjons, etc., ça reste de l'optimisation, tu vois. Oui, tout à fait. Ça dépend des jeux de plateau, quoi. Je continue le troll, désolé. Ouais. Et ça, tu le classais plutôt dans prendre les choses trop à cœur. Trop à cœur, ouais. S'impliquer plus que les autres. Des gens qui maîtrisent tellement bien le système que ils vont pas accepter qu'on tourne par moment. Mais pas que le système, alors je me mettrais même le caractère canon de l'univers. Oui aussi. Oui, qui n'acceptent pas le moindre écart pour le plaisir du jeu, mais qui veulent absolument... Ouais. Parce que tu peux le faire avec des univers qui commencent à être très connus, les Royaumes oubliés, Donjons et Dragons, Star Wars, parce qu'il y a, je cite les gros morceaux, mais il y a tout un univers étendu que certaines personnes connaissent par cœur et sur lequel tu peux être hyper picky et reprendre même le MJ, quoi. Ah non, mais c'est pas comme ça, parce que la bataille de Coruscant, c'est pas exactement déroulé de cette manière-là.
En 1488 que ça s'est passé, ici on est en 1486, donc tu comprends. Ouais, c'est ça. La joueuse experte. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, c'est en termes de surimplication. Expert du monde ou expert du système. C'est pas les deux. En tout cas, je dis pas que c'est difficile à réintégrer et ça peut être dysfonctionnel. Je crois. Oui, bah si ça se fait, comme toujours, si ça se fait au détriment du plaisir de jeu de tous, si ça se fait de façon fluide et pourquoi pas, mais... Après, ça m'inspire une réflexion qui est peut-être un peu hors sujet, mais est-ce que du coup... Parce qu'il y a une question d'autorité sur la narration là-dedans, dans ce qu'on raconte, donc parce que si t'as un MJ qui a une autorité forte à la table, bah en fait il va pouvoir dire non mais ta gueule c'est moi le MJ. Ta gueule c'est magique. Ta gueule c'est magique, voilà. C'est comme ça et en fait la bataille de Coruscant a eu lieu en telle année. Mais si on est dans un jeu où l'autorité est plus partagée, typiquement, c'est quand même important de pouvoir valoriser les apports des joueuses, experts ou pas, et du coup, est-ce que ça nous glisse pas dans l'idée que justement ces jeux-là, qui ont un système comme ça, ils vont être moins basés sur une trame historique forte par exemple, ou sur un univers qui est très construit et très cadré. Les jeux autorité partagée. Voilà. Est-ce qu'on sait faire un jeu autorité partagée dans Star Wars? Est-ce qu'on sait faire un propulsé par l'Apocalypse avec le background de Star Wars en disant ok on joue entre telle date et telle date et entre la bataille de machin quoi. On sait, mais est-ce qu'on va y prendre du plaisir? Oui d'accord, c'est un exemple. Je veux dire, on peut. Alors, on peut, mais tu dois partager l'autorité différemment. C'est-à-dire à un moment tu peux très bien reconnaître que la personne experte de l'univers c'est pas le MJ et ça pose pas de souci. Mais ça dépend comment il va assumer ce rôle-là. Quoi. Après si tu cherches à faire de l'enquête, des trucs qui vont baser sur des détails, des dates, des machins, etc. En tant qu'MJ t'as besoin du dernier mot sur ces questions-là. C'est ça le problème. Oui, c'est un jeu à secret, forcément. Ouais, si tu fais du pulp dans l'univers Star Wars, à mon avis, pas de problème. Hein. Je pensais notamment au jeu de Jaworski. Gagner la guerre. Bah ça c'est le livre, mais le jeu Te pour un massacre, qui est un jeu très historique sur la Renaissance finalement française les guerres de religion françaises et anglaises. Ils sont très très poussés historiquement. C'est presque plus un manuel d'histoire qu'un jeu de rôle. S'il nous entend, j'adore. Hein, mais... ce genre de jeu, je pense pas qu'il peut marcher avec une autorité partagée. Typiquement, c'est impossible. Enfin, je vois pas comment le. Ouais, c'est un peu. Parce que à un moment on joue dans l'histoire, donc tu peux pas non plus dire finalement il y a des aliens quoi. Oui c'est ça, mais l'expertise elle est pas forcément une expertise. Ça peut être une expertise des cultures geeks quoi. Et donc c'est voir comment tu la gères cette expertise qui est présente à ta table. Ça à mon avis il y a plein de manières de le faire différemment. Oui le problème c'est pas le joueur expert, ce serait le joueur expert qui fait passer son expertise avant le plaisir de jeu. Ou le propos de la table, ou l'objectif... Oui, c'est ça, qui fait passer son expertise avant le reste. De manière générale, quel que soit le comportement qu'on fait passer devant le plaisir de jeu des autres, je pense qu'on est assez un mauvais joueur ou une mauvaise joueuse. Oui. Est-ce qu'il suffit de ne pas être un mauvais joueur pour être un bon joueur? Bam, vous avez 2 heures. Est-ce qu'il suffit? Bah non. Non. Je développe. Alors, du coup, non, parce que... Et là, on va aborder le play to lift, play to lose, je pense. Oui, je pense. C'était dans le plan, en tout cas. Excellent, parfait. Le plan que que lu en diagonale. De toute façon, on suit les plans, nous, maintenant? Oui, on suit les plans. Ah, excellent. Donc, du coup, est-ce qu'il suffit de ne pas être un mauvais joueureuse pour être un bon joueureuse? Non, parce que c'est pas tout de ne pas pourrir le jeu. Quelque chose. Il faut amener quelque chose aussi, à un moment. Si on veut... Et alors, je dis ça sans reproche, c'est-à-dire qu'on peut être, je pense aussi être un joueureuse ou une joueuse, spectateur. Oui, spectateur ou voilà qui consommateur. Ou qui. Non, spectateur, c'est pas péjoratif. Non. Ah non. Moi, j'allais dire qu'il se laisse entraîner par l'histoire, qui vit le moment avec les autres, qui ne va pas le desservir en aucun cas, mais qui va pas non plus forcément beaucoup y apporter parce que il est fatigué ce soir, parce que en fait, il maîtrise pas trop les codes justement qu'on vient de parler, donc il a pas envie de. C'est pas un mauvais joueur. Je pense pas, parce que il ou elle n'est pas en train de desservir le jeu ou de corrompre,
d'empêcher l'objectif qu'on s'est fixé, d'empêcher le contrat social, je veux dire. À moins que le contrat social, c'est on veut que tout le monde soit au taquet, soit vraiment impliqué. Mais bon, c'est quand même rare des parties comme ça. Et puis objectivement, on joue quand même des parties où on se retrouve le soir, les enfants sont couchés, et parfois il est minuit quand on termine. Donc je veux dire, forcément, on peut pas demander à tout le monde d'être au taquet tout le temps. Enfin, c'est logique aussi. À un moment, on doit être bienveillant les uns envers les autres, et les unes envers les autres. Et donc du coup, ben, on va. Je pense que voilà, il peut y avoir des joueurs qui sont comme tu dis spectateurs, c'est bien, ou qui sont embarqués dans le chariot, mais qui qui sont pas en train de conduire les bœufs quoi. Alors par contre voilà, être un bon joueur ou une bonne joueuse, bah ça va nécessiter probablement un peu plus par contre, d'apporter quelque chose, d'essayer de donner une dynamique, de pousser dans le sens du contrat social, et éventuellement servir du jeu aux autres, ou sacrifier quelque part son propre les ce que dans la narration on pourrait qualifier d'être les avantages de son personnage, ou enfin en tout cas pas les avantages, les points forts, les compétences. Oui, mais j'allais dire, tu pourrais te mettre dans une position de force par rapport à la narration, et puis du comment volontairement la sacrifier pour partager le jeu avec les autres, et leur donner des opportunités, ce qui je pense est la définition du play to lose quoi. Play to lift. Bah le play to lift c'est encore, moi je le qualifierais différemment, mais alors je suis pas expert, hein, mais de dire le play to lift, c'est que tu vas utiliser ton personnage pour mettre en valeur les autres. Tu vas donner aux autres l'occasion de briller. Voilà, c'est ça. Ouais. Que tu sacrifies quelque chose ou pas, en fait, c'est pas tellement ça l'importance. L'important c'est que ton objectif est de servir à mettre en valeur les autres. Là où le play to lose, bah, tu vas volontairement sacrifier des choses, tu vas volontairement pourrir ton personnage entre guillemets. Bah tu vas perdre quoi. Je veux dire, le but c'est de faire ça, mais pour que ce soit beau, pour que ce soit grandiose, pour que ça serve l'histoire, pour que ça serve les trucs. Moi ça m'est arrivé de faire beaucoup de play to lose où je sacrifie de manière un peu grandiloquente mes personnages, mais parce que ça donne une couleur à la partie. Voilà, c'est souvent sur des jeux, typiquement horrifiques ou des trucs comme ça. Enfin, ce genre de jeu où ça a un intérêt à un moment de pouvoir dire, ok, ça donne ça crée une histoire, ça crée un chill, ça crée une ambiance, ça crée une couleur, tout ça. Ouais, puis au-delà de ça, le Play to Lose est un outil d'ouverture du jeu et de création de possibilités. En tout cas, par exemple, typiquement quand tu joues le naïf ou que tu te laisses berner, que volontairement tu commets une erreur, même mineure, mais qui va permettre à un autre personnage, un autre joueur de prendre de l'espace. Et ça, c'est pas forcément très grandiloquent, mais ça permettrait de donner de pousser les autres joueurs à jouer. En fait, parfois, si on considère qu'il faut un peu lutter contre les joueurs spectateurs parce qu'ils ne le sont pas toujours pour des bonnes raisons, et moi je crois qu'il y a des gens qui le sont, qui aiment être spectateurs, mais il y en a d'autres, c'est par timidité, parce qu'ils n'ont pas toujours la bonne idée, parce qu'ils imposent moins que les autres leur manière de jouer, enfin il y a toute une série de raisons qui peuvent amener quelqu'un à être spectateur. Jouer un peu en play to lose ou en play to lift, ça leur facilite l'entrée en jeu, et ça c'est une vraie qualité, je trouve. Oui, pour moi aussi, c'est vraiment quelque chose qui fait un bon joueur, au-delà du fait de ne pas être un mauvais joueur. C'est d'amener ça, c'est d'amener ce partage du jeu et cette implication de chacun. J'avais aussi, pour moi, l'interprétation, le côté cohérence du personnage et qualité du roleplay. Mais évidemment, ça dépend du type de table, du type de jeu. On disait, on est tous les trois, je pense, des adeptes de roleplay. On a beaucoup de première personne du singulier dans nos jeux de rôle. Pour moi, c'est un peu de nouveau en parallèle avec le GN, la qualité d'acteur finalement est pour moi une qualité aussi du bon joueur, mais ça, je pense que ça va dépendre du jeu. Et si je peux un peu développer là-dessus, moi, il y a un truc qui est à cheval entre les deux sujets que tu viens d'amener, c'est le statut de l'outrance. L'outrance. Ouais. En GN, un jeu qui serait complètement outrancier, caricatural, etc. Sauf exception ou d'un GN très léger qui laisse une place à ça, va être quand même considéré comme un comportement qui est pas souhaitable. Du mauvais jeu. Ouais. En jeu de rôle sur table, je trouve que c'est un statut un peu particulier. C'est-à-dire que jouer un personnage qui est très tranché, très caricatural, qui est un peu caricatural, dans beaucoup de cadres de jeu, fonctionne plutôt bien et donne des opportunités de jeu aux autres. De manière, parce qu'il y a une distance qu'on n'a pas dans le GN,
et ça fonctionne pas trop mal. C'est même renforcé, je trouve, par certains types de jeux, enfin l'Heroic Fantasy, je veux dire, le côté caricatural des peuples, des races, etc., permet une forme d'outrance dans la manière de jouer son personnage, qui, par moment, me semble être à rapprocher du play to lift ou du play to lose, parce que ça va, bah ouais, tu sais bien que tu joues un nain complètement bourru et désagréable, etc., et qui va faire foirer le début de relations sociales, ben, ça va permettre au diplomate humain ou elfe de jouer son personnage et d'aller rattraper le coup. Oui. Je dis pas que qu'il faut en abuser, mais ça me choque pas, et c'est un outil. Ça apporte du jeu, oui. Un Nephilim, par exemple, le caractère outrancier de certains Nephilim du feu peut amener obliger les autres à se positionner. Mais il y a même des systèmes qui favorisent ça. Je pense à une partie de DD que j'ai faite, où mon personnage avait 1 en intelligence. Jouer un personnage complètement limité, ça amène énormément de jeux aux autres, et d'ailleurs c'est très gai à jouer aussi. Voilà, si le contrat social le permet, que tout le monde est ok, ça crée une sorte de jeu de ping-pong entre des archétypes autour de la table, qui est assez dynamique, moi, je trouve. Et je rebondis sur le fait que c'est vrai qu'en GN ça passe moins, mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'en GN, il y a plus de dimensions, il y a de nouveau le caractère physique, etc. Et donc on peut peut-être plus jouer avec de la nuance, avec du non-verbal et des choses comme ça, là où en jeu de rôle sur table, on doit peut-être jouer un peu plus justement carte sur table, être un peu plus franc dans ses caractéristiques pour qu'elles soient perçues par tout le monde. Certainement, et ça joue aussi au mécanisme d'approbation et de désapprobation du jeu de rôle sur table et du GN. C'est-à-dire que c'est assez simple normalement en jeu de rôle sur table, parce qu'on a ces interruptions du jeu, de rectifier un comportement qui paraît outrancier et qui dépasse les bornes, ou même de l'approuver. Je veux dire, ouais, c'est marrant ce que tu fais avec les autres vont laisser normalement naturellement. Ouais. Non, mais je veux dire, simplement après une bonne scène, tout le monde éclate de rire, rigole, commente. C'est normal autour d'une table de jeu de rôle. T'as un recalibrage quelque part qui est plus simple à mettre en place autour d'une table de jeu de rôle qu'en GN. Normalement, ça doit pas arriver le recalibrage. Enfin, si, mais c'est structuré alors oui, dans la manière dont le GN est construit, mais c'est pas aussi simple de recalibrer en GN. Oui. Alors, a fortiori en Maslarp où voilà, où c'est pas pensé dans la structure du jeu. Enfin, moi, j'ai jamais vécu ça en tout cas. J'allais même dire, j'ai l'impression que beaucoup de jeux de rôle sur table sont construits avec des archétypes de personnages, presque tous en fait finalement. Enfin, c'est très commun en tout cas. Et forcément, à partir du moment où on a un archétype, on est dans une caricature d'un type, enfin on n'est pas en train de créer finement un personnage, moins de le jouer pendant plusieurs années sur la longueur, de le développer et tout ça. De base, la plupart des systèmes de création, ils sont faits justement pour créer un archétype outrancier peut-être pas, mais enfin en tout cas flamboyant, voilà, en tout cas un peu carré, un peu dessiné, parce que justement il faut pouvoir rentrer dans l'art directement. Mais ça me fait penser à effectivement le fait que dans la manière de gérer une dynamique de table, dans la mesure où c'est assez rare en tout cas en jeu de rôle, ça existe, mais c'est assez rare en jeu de rôle sur table que le MJ prenne le temps d'écrire les rôles qui vont être interprétés par les joueurs, de manière détaillée. On n'a pas un background de 15 pages quand on démarre un jeu de rôle sur table. C'est assez exceptionnel, en tout cas. Ça se faisait dans les années 90. Oui, mais alors, tu souris comme si c'était quelque chose de dysfonctionnel, mais c'est la norme. C'est pas la norme, mais c'est ultra fréquent en GN. Ouais. Et ça donne en fait des possibilités d'input scénaristique, tout simplement, aux organisateurs de GN qui n'ont pas, eux, la possibilité de réorienter le scénario constamment. Enfin, si, il y a recours au PNJ, on va pas faire discuter mécanique du GN ici, mais il y a des outils qui sont différents. Alors que dans le jeu de rôle sur table, si on veut quelque chose d'un peu punchy entre les joueurs, ou bien dans leur manière d'interagir avec le scénario, le recours à ces archétypes et à des outils d'orientation des rôles, il doit être intégré dans le système. Si on n'a pas le background, on doit utiliser d'autres choses. Alors, sinon on joue soi-même. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, moi, c'est une question qui m'habite beaucoup par rapport au jeu que j'écris, Brume, là, parce que ce que je veux, c'est que les joueurs
prennent une direction, quoi. Enfin, la choisissent. Pour le coup, je vais pas leur écrire leur background, mais je veux qu'ils choisissent une direction et qu'ils soient Soit consistant. emmenés par le système pour effectivement interpréter le personnage de manière consistante dans cette direction. Et donc, je pense que ces outils qu'on vient d'évoquer, ils sont importants et ça m'amène à une qualité qui me paraît essentielle. Enfin, moi, que j'attends en tant qu'MJ et en tant que joueur. Qui rejoint un peu le début du débat, c'est un effort minimal de la part du joueur pour comprendre ce qui est attendu de lui, enfin tu vois, La note d'attention. La note d'intention et de s'y impliquer pleinement et entièrement parce que c'est de ça que va dépendre, je crois, la réussite de la partie et le fonctionnement général du système. Oui, et vous allez dire que je suis obsédée par le GN, mais pareil, de nouveau, là, il y a une différence de traitement entre le jeu de rôle et le GN. Obsédé par le GN. Oui, pardon. Généralement, le GN, il y a cette note d'attention, il y a un background de 20 pages à lire, il y a une sélection, il y a un casting, etc., qui fait que, quelque part, on oblige à un certain degré d'implication du joueur. Enfin bon, on peut toujours aller à son GN sans avoir lu son background, mais ça se fait moins souvent, probablement, que d'aller à la fraîche à sa partie de jeu de rôle sans avoir, la moindre idée de ce qu'on va faire. Le caractère événementiel oui. De l'événement, voilà, c'est fait, j'ai fait la boulette. Le caractère événementiel du GN fait que, je pense que au niveau de préparation, il y a quelque chose en plus, quoi. A priori, la partie qui se fait tous les 15 jours avec les potes, on s'en fait pas de montagne à chaque fois, parce que sinon, nerveusement, c'est compliqué, entre les parties. Puis ça doit rester un bon moment, enfin, c'est souvent, en tout cas, un bon moment, consensuel, quoi, je veux dire, convivialité, ouais. Convivialité, ouais. C'est peut-être moi le qualificatif qui vient à l'esprit quand on parle d'un GN qui regroupe 40 personnes et qui a demandé 1 an de préparation. La convivialité, enfin, c'est présent, mais c'est pas le premier mot qui vient à l'esprit, alors que pour une partie de jeu de rôle, je crois, quand même. Moi, je suis arrivé au bout de mon plan. Voilà. Je ne sais pas si vous aviez d'autres éléments du bon joueur à amener, en plus du fait qu'il ne soit pas un mauvais joueur. J'avais quand même, mais ça rejoint les défauts qui sont un peu l'autre face de la même pièce, mais l'acceptation gracieuse du système et des échecs, éventuellement de l'autorité du MJ si c'est un MJ avec une grande autorité, ou bien simplement de l'autorité de la narration des autres personnes, l'acceptation du fait il ou elle n'a pas l'autorité sur tout. Ça rejoignait aussi le partage du jeu. Moi, voilà. Je sais pas s'il y a autre chose. Tu parlais beaucoup de la fluidité, toi, Sébastien, qui était pas quelque chose que j'avais eu en tête. Ouais, mais c'est une obsession personnelle en tant qu'MJ et en tant que joueur, mais c'est effectivement le Graal pour moi des parties qui restent dans ma mémoire, c'est des parties qui n'ont pas souffert d'interruption. C'est un moment, le temps s'arrête, on est dedans, et quand on en ressort 8 heures plus tard, on se dit waouh, où est-ce qu'on était, quoi. Et pour arriver à ça tient pour moi à des micro-comportements autour de la table. Effectivement, par exemple, ne pas interrompre le roleplay par passe-moi les chips, ne pas se lever tout le temps, ne pas s'endormir à table, ne pas, enfin, et plein de choses. Le téléphone, ouais. Ça, c'est une plaie, oui. C'est une vraie plaie. Ouais. Et je le fais aussi, hein. Ouais, non, mais on le fait tous, oui. Je viens de citer au moins 3-4 comportements que j'ai personnellement, donc je ne blâme personne en disant ça. Mais il y a une sorte d'autodiscipline, ouais, c'est des gros mots, mais à avoir quand même pour garantir que le cadre va être fluide. Or, ça peut ne pas être un objectif que le cadre soit fluide. Hein. Oui. Il y a plein de jeux qui vivent relativement bien avec des interruptions régulières, etc. Mais si l'objectif visé, c'est l'interprétation plausible, cohérente, consistante d'un rôle, moi je trouve que ça nuit, par exemple. À cet égard, moi j'ai eu l'occasion là, récemment de pratiquer 2 jeux qui se jouent beaucoup plus par petites scènes. Et donc c'est beaucoup des petites scènes, et même souvent on est par exemple 4 joueuses et un MJ ou une meneuse, et on fait souvent même une scène à 2, et puis paf on passe à l'autre, mais on joue même pas 5 minutes, hein, et puis repaf 5 minutes avec les 2 autres, puis paf 5 minutes avec les 2 autres, et puis paf, et on alterne très vite comme ça, et du coup ça donne des scènes d'une intensité qui sont plus fortes, mais avec alors évidemment on n'arrête pas de passer d'un truc à l'autre, hein, donc évidemment, mais ça donne une ambiance très différente. Mais par contre en termes de fluidité, j'ai trouvé ça assez surprenant.
Parce que justement, ça te permet pendant que les autres font leur truc, t'écoutes quand même, mais tu commences à penser qu'est-ce qu'on va continuer nous notre histoire de notre côté. Et ça te permet d'être concentré en même temps, ça te donne un moment de respiration. Parce qu'en fait, jouer plusieurs heures, comme tu le décris, tu vois, on rentre dans le trou noir et puis on en sort 8 heures plus tard. En fait, mentalement, c'est exigeant, quoi. Enfin, ça peut l'être en tout cas. Ça peut l'être, ouais. Si tu dois être concentré tout le temps et tout ça, c'est pas forcément facile. Ouais, ça m'est arrivé que avec des tables hyper réduites en nombre, par exemple. Ouais. Cette sensation-là, tu l'as avec un joueur, un maître de jeu et 2 ou 3 joueurs. Tu sais déjà pas le faire à 5. Enfin, moi, de mon expérience, ça n'existe pas. Mais je vois ce que tu veux dire. Moi, j'allais parler de Twaki, en fait. Donc, le jeu alors, est-ce que je vais réussir à dire le nom Twaki comme un couteau dans mon cœur plaintif est entré? C'est ça? Ok. Non, il y a un truc. On a oublié un adjectif. Dans mon cœur... Plaintif. Non? Ah, je ne sais plus. On mettra le lien. On mettra le lien. Voilà, qui est un super jeu de vampire, qui aide, ah oui, c'est vraiment ça, qui aide à construire des histoires romantiques de vampires sombres et voilà. C'est très bien foutu. Ça fonctionne par scène et on a un équilibre qui est intéressant d'intensité dans les scènes et de relâchement entre les scènes qui fait que les scènes sont intenses et puis après il y a le moment où ça gêne pas qu'on demande les chips, qu'on aille aux toilettes, qu'on fume la clope et qu'on rigole un bon gros coup. C'est un équilibre qui fonctionne bien, je trouve. Donc voilà, mais ça ne correspond pas, par exemple, à d'autres propos en termes de jeu, comme le sentiment d'aventure, où tu sais pas faire ça, tu sais pas hacher le sentiment d'aventure en scène. Enfin, ça me paraît compliqué. Moi. Bah, je pense justement moi, à un jeu que j'ai essayé récemment qui s'appelle Eat the Reich, où on joue une équipe de vampires qui tue des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est une grande subtilité. Ouais. Et d'ailleurs, je conseille à tout le monde pour le design du jeu, je vous le conseille vraiment, il est très très beau. Ok. Mais donc, dans ce jeu, c'est vraiment construit par scène et c'est du pur pulp, quoi. Hein, donc, il y a vraiment. Avec ça, t'as obligatoirement du second degré avec un peu. Oui, bien sûr, c'est très très second degré, très second degré. Mais en fait, les scènes sont quand même relativement intenses, relativement construites. Enfin voilà, on les vit bien. Et puis voilà, on peut rigoler entre deux scènes et puis se reconcentrer pour la scène d'après où on fait un truc et voilà. Et j'ai vécu un autre jeu, je pense, où on joue, ça s'appelle Public Access, où c'est du jeu d'enquête. J'espère vous le faire jouer un jour. Ouais, tu nous l'as tellement vendu maintenant. Voilà. Et où, pareil, c'est de l'enquête à la X-Files ou Fringe ou des trucs comme ça, quoi. Et donc, même sur des jeux d'enquête, on y arrive en fait finalement à faire du jeu comme ça en scène. Ah, mais sur le jeu d'enquête s'y prête bien, moi je crois, au jeu par scène. Et même le jeu d'aventure, est-ce qu'on n'a pas joué ensemble un jeu qu'on te doit d'ailleurs, Route 96. Ouais, l'adaptation du jeu vidéo, ouais. On l'a joué en scène et c'est un jeu d'aventure. Ça marchait très bien. C'est vrai. Mais ouais, c'est vrai, ouais, ça peut fonctionner. Bah ouais, j'ai fait un contre-exemple, mais non, je suis il a produit un contre-exemple à sa propre théorie. Mais ouais, c'est vrai. Mais ouais, non, oui, ok, d'accord. Ouais, et ça ferait un podcast, hein, je crois. Mais voilà. On est loin de la question du bon ou du mauvais joueur, mais ça nous ramène, ouais, à la concentration en tout cas, à l'implication, à la disponibilité. C'est toutes ces notions-là que je trouve quand même essentielles. Et à mon avis, c'est vertueux dans tous les cas de figure. Et le système va rendre ça plus ou moins important, ainsi que le contrat social. Sinon, j'ai un autre point si on a exploré ce sujet. Une frustration que j'ai souvent eue à table, c'est sur des jeux qui assumaient la conflictualité entre PJ, enfin entre joueuses, et qui, alors qu'on l'avait dit en contrat social, alors qu'on l'avait présenté, alors que c'était clair pour tout le monde, en fait, à table, ça se passe pas bien, quoi. Et parce que les joueuses n'arrivent pas à assumer la conflictualité entre leurs personnages et que ça déborde. Et ça, je l'ai vécu régulièrement, en fait. C'est pour ça que je prends aujourd'hui beaucoup de pincettes quand je veux proposer un jeu où il y a une conflictualité assumée, parce que c'est quelque chose de vraiment pas facile, je pense. En tout cas, je l'ai vu souvent avec des joueurs-joueuses avertis, expérimentés et tout ce qu'on veut, mais qui quand même n'arrivaient pas à gérer leur conflictualité. Parce que voilà, il y a beaucoup de bleed sur ce genre de trucs, et donc c'est vraiment pas facile. Et c'est des jeux où il y a des gagnants et des perdants. Tu vois ce que je veux dire, ou bien si
Parce que il y a des jeux avec la conflictualité très affirmée, où au final, clairement, le propos du jeu, c'est pas de savoir qui a gagné à la fin. On sait que ça va être tendu, que ça va être, qu'il va y avoir des coups tordus, qu'il y a des gens qui vont souffrir, enfin des personnages qui vont souffrir. C'est ça. Mais on raconte une histoire. On raconte l'histoire. Là, moi, de mon expérience, ça s'est jamais mal passé. Mais par contre, dans les jeux où on peut gagner, où il y a des récompenses, où effectivement il y a un gagnant à la fin, et là, c'est un peu difficile. Et en plus, où le temps est long, enfin le temps de jeu est long. Typiquement des jeux à campagne où ça va perdurer en plus, donc il y a quelqu'un qui peut morfler pendant 5 séances d'affilée. Ça, c'est quand même chaud, effectivement, que ça se passe bien. Bah, je pense typiquement à Night Witches. Ouais. Qui est effectivement un jeu en campagne où oui, tu peux avoir une progression de ton personnage, mais après, ça raconte la guerre et ses horreurs, et dès le départ, le propos du jeu, c'est vos personnages vont souffrir et probablement mourir. Il y a comme peu de chances que vous surviviez à la guerre, quoi. Ouais, mais il y en a qui peuvent s'en sortir dans les joueurs. Oui, puis l'enjeu c'est possible. L'enjeu aussi est parfois sur la narration. J'ai déjà vécu un jeu, de nouveau c'était un DD en campagne, donc c'était pour le coup un jeu très classique, où un choix de mon personnage suite à un conflit a fait que j'ai été exclue de la narration pendant 3 sessions. Donc j'étais sur ma route, enfin mon personnage, je suis encore un peu dedans. Mon personnage était sur la route tout seul pendant que les autres vivaient des aventures et que leur personnage gagnait de l'XP, évoluait, etc. Et pendant ce temps-là, mon personnage à moi, il cherchait de l'eau. Même s'il n'y a pas de gagnant ou de perdant, l'enjeu, ça peut être simplement d'avoir du jeu, de s'amuser. Ouais, là, j'ai l'impression qu'il y a un problème. Oui, mais je comprends bien, oui. Seul, quoi, parce que... Oui, non. Ouais, mais c'était courant. Enfin, j'ai pu le voir quelques fois. Donc, c'est des comportements, effectivement, où à un moment, on n'arrive pas à considérer que la cohérence du jeu est en fait, de ce qui est en train de se dérouler, est secondaire au plaisir des gens. C'est ça. La diégétique ne peut pas primer sur le plaisir des gens. Ouais. Attends, rappelle-moi, tu parlais de quoi juste avant? Tu disais? Des jeux, Finalement, du bleed quand il y a une grosse opposition. Même si ça fait partie du contrat social et que ça a été accepté par chacun. Oui, c'est vrai que c'est une forme de bleed, effectivement. Mais de simplement le fait que, malgré le fait qu'on se le soit dit, malgré le fait qu'on était d'accord, malgré le fait que tout était clair, le problème n'est pas qu'il y ait eu du bleed. Le problème, c'est qu'on arrive, j'ai vu, et peut-être que j'ai même participé à des moments, à des parties où les gens n'ont pas été capables de se dire, oh, désolé, j'ai bleedé, en fait. Désolé, ça s'est mal passé, quoi. Reconnaître le jeu, et reconnaître le non-jeu, reconnaître ses émotions, enfin, ou ses réactions à soi. Et même a posteriori, quoi. Oui. Et du coup, ça en fait une compétence. Oui, c'est ça. Et une qualité du bon joueur, c'est la capacité à débriefer la partie. Ça, oui, aussi, on en a pas parlé. Et alors, c'est quelque chose qu'on peut reporter sur les épaules du MJ, souvent. D'ailleurs, à un moment, moi, c'est ce que j'ai toujours vécu, en tout cas, c'est les joueurs qui attendent, enfin, si le MJ prend l'initiative de débriefer, il y a un débriefing, s'il ne le fait pas, il y en a pas. C'est l'expérience que j'en ai, je dis pas que c'est partout comme ça. Oui, et encore, même si le MJ prend l'expérience de débrief, prend c'est pas pour ça qu'il va y avoir un bon débriefing. Oui, c'est ça. Mais donc, du coup, je crois que ça peut être une responsabilité qui est partagée et qui est amenée chez tout le monde. Ce débriefing, moi, plus j'avance, plus il est important, et plus il a de l'importance sur toutes les dimensions du jeu, c'est-à-dire le ressenti, le retour, le feedback sur le système, sur l'utilisation du système, sur ce que les joueurs voudraient faire. Et donc il y a vraiment beaucoup de choses à tirer de ce débriefing. Il faudrait peut-être qu'on en fasse une ritualisation. Podcast. Oui. Podcast entier. Je vais encore faire ma GNiste, mais à nouveau, c'est quelque chose qui est beaucoup plus structuré dans le GN. L'atelier de fin de GN est devenu quelque chose de beaucoup plus systématique et structuré que ça ne l'est en jeu de rôle. Avec une culture même où les gens répondent, moi j'ai été surpris. Non mais oui. Il a l'air surpris. Même les débriefings post-jeu, on a quand même eu pas mal de retours dans les 2-3 trucs qu'on a fait. Les formulaires sur Barnum, on a reçu des formulaires de vraiment aidé, hein. Plus de la moitié des joueurs. Oui. Ça nous a vraiment aidé pour la suite. Oui, pour les secondes éditions, on a vraiment travaillé en fonction des retours qu'on avait eu. Vous faites des débriefings, et en tant que joueur, amenez l'idée, je crois que c'est important. Mais alors tu vois, sur l'exemple de la conflictualité que j'apportais, est-ce que c'est possible? Parce que, alors à froid, oui, peut-être, a posteriori, mais le soir même, il est 1h du matin, les gens ont fini en s'engueulant plus ou moins,
te rends bien compte, en tout cas, il y a une tension. C'est pas le bon moment. Et voilà, c'est Ça pas va le... se faire avant la session suivante. C'est compliqué, quoi. Oui, mais est-ce que c'est pas facile en jeu de rôle sur table où on se rend compte ponctuellement à un moment d'organiser un débriefing entre deux sessions, j'ai l'impression. Ça peut se faire au début de la suivante. Ouais. Donc le bon joueur pourrait aussi être celui qui apporte, qui reconnaît une situation qui est pas optimale, que ce soit un conflit ou autre chose, et qui propose ou qui apporte un élément de débriefing. Je l'ai souvent vécu. Alors, de nouveau, c'est de l'anecdote, hein, mais moi, j'ai souvent vécu que la fois suivante, les gens se disent, bah non, il n'y avait pas de problème. Ah oui. Ils sont dans le déni du fait qu'il y avait un problème. Et parfois, j'ai même vécu aussi par exemple, moi, je repense à une campagne de ce jeu avec les immortels qui peuvent voyager à travers les multivers là. On mettra le lien. Ouais, je retrouvais le nom. Mais soit, bref, c'est un jeu où il y a une très très forte opposition de les personnages. Ah si, les Princes d'Ambre. Les Princes d'Ambre, merci, évidemment. Donc dans les Princes d'Ambre, on avait fait une fois une campagne, on l'a préparée pendant des semaines, on a fait des bacs de 15 pages, on a créé les machins, c'était énorme, on était hyper chaud. Le background ne sauve pas le jeu. Non. Et première partie, un personnage en a blessé un autre, et voilà, ça a pété, et fin de la campagne, ouais, exactement. Donc des mois de préparation, et fin de la campagne après 2 heures, parce que, en fait, voilà, les façons de gérer la conflictualité n'avaient pas, alors bon, c'était un jeu où on n'avait pas beaucoup d'attention, on n'avait pas beaucoup de contrat social, on n'avait pas beaucoup, c'était à l'ancienne, mais néanmoins, voilà, je veux dire par là, débriefer la partie suivante, il faut qu'il y en ait une, en fait. C'est vrai. Ouais, mais ça, bon, ça c'est même pas des possible. caractéristiques de bons joueurs. Ça, pour le coup, c'est des mauvais joueurs si tu ne respectes pas le compte. Non, mais ça revient. On est tous dotés différemment de compétences relationnelles, et à un moment, comment est-ce que tu organises l'échange pour que, à un moment, des lacunes ou le fait d'être un peu moins doté dans ce secteur-là ne soit pas une entrave au point de pas pouvoir jouer de manière fonctionnelle, quoi. Moi, voilà, c'est une question. Je me souviens quand même de pas mal de débriefings qui étaient faits. Moi, j'étais beaucoup plus MJ que joueur, donc les joueurs débriefaient ma partie en mon absence, sans me faire de retour. Et c'est par la bande que tu apprends. Pour ne pas te faire de peine et de faire de sûrement, en partie, ouais, mais c'est par la bande que tu apprends des choses hyper intéressantes sur comment tu pourrais orienter, réorganiser, restructurer ton jeu. Donc, voilà. Je crois que, à mon avis, les bons joueurs sont aussi ceux qui prennent le temps de prendre l'apéro ou d'avoir un moment relax avant la partie et en profitent pour discuter de ce genre de choses avant le jeu, après le jeu, voilà. Ça fait partie. Le retour critique, le retour critique, au sens plein du terme, est une ressource intéressante sur une partie de... Mais c'est aussi une compétence un peu méta, c'est le bon joueur réfléchit à sa propre pratique de jeu de rôle. Oui. Réfléchit à ce qu'il veut, à ce qui est important. J'aurais tendance à dire que c'est une vérité universelle, mais... Oui. C'est vrai. Du coup, c'est peut-être même un conseil peut-être à se donner. J'ai jamais pratiqué comme ça, mais je devrais peut-être. Ce serait de dire à chaud en fin de partie, c'est prendre quelques notes sur qu'est-ce que... Parce que effectivement, la partie suivante, je me rappelle pas toujours. Et donc, je suis plus dans cette ambiance-là, j'ai plus le ressenti de ce que je viens de vivre. Et dû prendre quelques notes maintenant, et puis pouvoir, au début de prochaine partie, à l'apéro avant, pouvoir en discuter, quoi. Ouais. Ouais. Ah, moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'écrire des choses, hein, parce que sinon, je les oublie, quoi. Mais... Et c'est vrai que pour Brume, là, je suis en train de réfléchir à ça, c'est comment arriver à faire en sorte que... comment gérer les débuts et les fins de partie. Oui. Il y a des choses qui doivent se faire là-bas, et pour l'instant, c'est laissé au libre... enfin, de ce que j'en connais, c'est laissé au hasard de la répartition de toute une série de compétences, d'habitudes, de culture, etc., qui sont... et beaucoup à la responsabilité du MJ. Et beaucoup à la responsabilité du MJ, mais ça, c'est pas tellement facile, c'est juste un problème. Oui. Mais je veux dire, c'est une question de hasard, c'est qui tu as autour de ta table, quel est le background de chacun, quels sont les bagages, et voilà. Mais ça doit jouer sur la manière dont ça se déroule. Alors, c'est le moyen de formaliser un peu les choses pour... Parce que c'est une des vertus du système, non, quand même, c'est que le système permette aux joueurs d'être meilleurs. Oui. Donc, c'est de réduire... Tu vois, les pouces dans la bonne porte, quoi. C'est ça, de réduire tout ce qu'on a listé aujourd'hui, tout ce dont on a parlé, c'est d'en réduire l'impact sur la partie de jeu, ouais. ou de porter les qualités.
Bah, Il n'y a pas de mauvais joueurs, il n'y a que des mauvais cadres. Il n'y a que des mauvais systèmes. Ah, je Des crois systèmes pas. insuffisants. Je crois pas non plus. Le système doit être play to lift, mais néanmoins, Oui, il y a de- il y a quand même des gens qui sont, voilà, des erreurs de casting. Bah, Mais je crois que c'est aussi une chose qu'on peut à un moment se dire, c'est écoute, c'est d'en discuter franco avec les gens, c'est de dire, bah voilà, ça se passe pas bien. Est-ce que t'es sûr que ce dont on a parlé, de contrat social et machin, pour peu que vous l'ayez fait, évidemment, si on l'a pas fait, bah c'est un problème. Mais est-ce que t'es sûr qu'on est raccord sur cette histoire-là? Parce qu'en fait, bon, on en a déjà parlé dans le podcast sur Première Meneuse, mais il y a, on a le droit de dire en fait, écoute, finalement, ce jeu-là, il est pas pour moi. Cette partie-là, je suis pas capable. Il y a des gens qui vont, il y a des gens qui reviennent parfois. Voilà, c'est. Ce qui est certain, on en revient à ça, mais c'est que toutes ces discussions qu'on évoque dans cette dernière partie de débat, elles sont d'autant plus simples qu'il y a eu avant un débat sur ce que l'on va faire. C'est très très compliqué de dire à quelqu'un, en fait, la manière dont tu joues, manifestement ça se passe pas bien, etc. Si on n'a pas l'assise du contrat social pour lui dire, regarde, là-dessus, on avait dit qu'on ferait plutôt ça, qu'est-ce qui se passe? Oui, on peut pas reprocher aux gens de ne pas être raccord si on les a pas dictés. Ouais, et au-delà du reproche, c'est même échange. Un échange est plus compliqué si t'as pas eu ce moment de se mettre d'accord. Je pense qu'on a fait le tour de la question. En tout cas, une première approche. Une première approche. Ah oui, le tour de la question avec nos compétences autour de la table. C'est ça. J'ai pas formalisé de conclusion. Je pense que ce dont on a parlé, c'est donc certains comportements de mauvais joueurs. Je vais assumer jusqu'au bout. Certains comportements de mauvais joueurs, et donc en particulier tout ce qui était lié au contrat social. On a passé pas mal de temps là-dessus, au fait de ne pas respecter les règles communes sur lesquelles on s'était mis d'accord. Question aussi d'implication, de surimplication avec le joueur expert, ou de sous-implication avec le joueur qui sait toujours pas quel dé il doit jeter. La compétence de distinguer le jeu de la réalité aussi, qui aide à contourner les effets négatifs du bleed, en particulier quand il y a une conflictualité. Et puis, pour être un peu plus positif, on est parti sur les côtés bons joueurs, avec ce qu'on peut apporter en plus du fait de juste ne pas entraver le jeu autour de la table. Donc, à savoir une interprétation du personnage, un roleplay, si c'est l'objectif du jeu, si c'est le contrat social. Un côté partage du jeu et play to live, to play to lose, mais en tout cas amener du jeu à l'autre plutôt que privilégier l'optimisation de son personnage. Et on a pas mal parlé des différences avec le GN et des choses qui sont irréductiblement différentes parce que le média est différent, et par contre des choses qu'on pourrait adapter du GN en jeu de rôle. Et puis on a parlé de l'importance des débriefings et des transitions, et je pense qu'on pourra en faire un podcast à part entière. Je sais pas si vous avez quelque chose. Ouais, l'avant et l'après le jeu, oui. Est-ce que c'est toujours du jeu? Est-ce que le silence après le jeu est toujours du jeu? Je crains que oui. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Bah, je pense pas, j'espère que ça aura été quand même relativement, un petit peu pertinent. Voilà, c'est un sujet un peu trollesque et qu'on fait entre nous pour une première séance de débat, quoi, finalement. En tout cas, c'était un beau résumé. C'était un bon résumé. Bon, on va rester là-dessus alors, je pense. Donc on vous dit à bientôt, et ben j'espère que ça vous aura plu, et n'hésitez pas à écouter les autres podcasts des Traversées Ludiques. Et on vous met en lien tous les jeux qu'on a évoqués et dont on ne trouve pas le nom. En espérant. Allez, à bientôt. À bientôt. À bientôt.